Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'investissement socialement responsable ou en l'occurrence investissement à impact. Nous nous demanderons avec Pauline Becquet, la directrice générale de Finance for Tomorrow, quels sont les grands enjeux pour faire de Paris la référence en matière de finances durables ou finances à impact. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous parlerons d'immobilier et notamment d'investissement en immobilier de bureau, que cela soit en SCPI, en OPCI ou via tout autre véhicule d'investissement. La thématique immobilier de bureau perd-elle de son attrait vis-à-vis des investisseurs avec l'essor du télétravail? Nous en parlerons avec Nicolas Verdillon, directeur des investissements chez CBRE, mais nous en parlerons également avec François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les jeudis aux thématiques d'investissement socialement responsable, finances vertes ou encore investissement à impact. Aujourd'hui, nous allons nous demander avec Pauline Becquet, directrice générale de Finance for Tomorrow, donc comment faire de Paris la référence en matière de finances vertes. Bonjour Pauline Becquet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Finance for Tomorrow, je le rappelle, c'est l'entité qui réunit tous les acteurs finalement de la place financière parisienne qui décident de s'engager pour un avenir durable et qui prennent des engagements. On aura l'occasion d'y revenir. Vous êtes du coup bien placé pour suivre les différents engagements financiers au sein de l'actualité, notamment à l'occasion de la COP26, alors que celle-ci vient de se terminer. Une COP26 avec un bilan assez mitigé ou critiqué, en tout cas. Nombreux sont ceux à évoquer un bilan en demi-teinte, insuffisant. On parle de manque d'ambition, qui est un terme assez fort, avec notamment une COP26 qui s'ouvrait quand même sur un constat d'échec, qui était qu'on n'avait pas réussi à réorienter finalement l'activité économique à l'issue de la COP21 pour aller vers un objectif de réchauffement climatique de 1,5 degré, et que là on allait plus vers une hausse de 2,7 degrés. Cette COP26 s'est terminée il y a quelques jours. Quel bilan vous en tirez, vous, Pauline Becquet ? Je partage tout à fait ce bilan en demi-teinte, c'est-à-dire que l'accord de Glasgow à l'issue des négociations, il est quand même assez décevant. On voit bien que l'ensemble des contributions nationales ne permettent pas d'atteindre l'objectif des 1,5 degrés, et encore faut-il que ces contributions soient réalisées. Après, si je me concentre sur le secteur financier, je pense qu'il a été présent. D'accord. On a eu des grandes annonces avec notamment la coalition de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, où on a plus de 450 institutions financières qui représentent plus de 130 000 milliards d'actifs gérés, qui se sont engagés à participer donc à des alliances net zéro, c'est-à-dire à viser la neutralité carbone à horizon 2050. Bien sûr. Maintenant, au-delà de cet engagement, toute la question va être comment on traduit ça en cibles intermédiaires, dans des calendriers ambitieux, pour vraiment atteindre ces objectifs-là. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a eu cette annonce, on a notamment entendu Marc Carnet sur ce sujet, donc 130 000 milliards de dollars, 450 professionnels, 45 pays. En fait, d'un côté, on a envie de se dire, mais l'engagement est pharaonique, et de l'autre, on a envie de se dire, mais encore un effet d'annonce. Et en fait, chaque année qui passe est une année où on nous explique que l'urgence est encore plus importante. Et alors, c'est pas forcément pour le secteur financier, mais on a l'impression qu'en fait, qu'on enchaîne entre la COP21 et la COP26 avec des annonces supplémentaires, mais avec un constat d'urgence encore toujours présent. Complètement. Et c'est sûr qu'il faut accélérer. Et nous, ce qu'on a mis en place chez Finance for Tomorrow, parce que justement, on pense qu'il ne faut pas rester aux effets d'annonce et d'engagement, on a mis en place en 2019 un observatoire de la finance durable. Bien sûr, oui. Qui a vraiment pour objectif justement de suivre la transformation des flux financiers. Et donc, on va introduire à partir de l'année prochaine un suivi de ces engagements net zéro. Et on est très content parce que cette initiative, elle a été portée à l'international via le One Planet Summit, qui a annoncé la mise en place d'un One Planet Data Hub, dont l'objectif est vraiment de rassembler toutes les coalitions comme la G-Funds, pour justement suivre collectivement la transformation de ces flux financiers et ne pas s'arrêter à des effets d'annonce. Parce qu'aujourd'hui, finalement, un acteur financier qui prend un engagement sur le sujet, prend cet engagement, mais ensuite, il n'y a pas de suivi forcément d'une entité indépendante. Et là, ça voudrait dire qu'on viendrait vérifier finalement qu'on est bien dans la bonne direction, c'est ça ? Alors, on n'est pas encore au stade de la vérification, Bien on sûr. est déjà au stade de la transparence. D'accord. En fait, dans toutes ces alliances... C'est un vrai sujet pour le coup en matière de finances à impact, finances durables ou investissement socialement responsable.
Complètement, il y a une question de redevabilité en fait, et justement de témoigner que ce qu'on annonce, on le fait suivre d'actions concrètes. Et donc en fait, aujourd'hui, dans toutes les alliances, il y a des obligations de reporting, mais qui sont individuelles, et puis on ne sait pas forcément où les trouver, et surtout, il n'y a pas d'agrégation collective. Or, atteindre la neutralité carbone, ça se fait que collectivement, ça se fait pas entreprise par entreprise. Donc on a besoin d'avoir ce suivi collectif. Mais alors, justement, sur cette question de transparence ou même de confiance, je soulève deux sujets. Effectivement, il y a ceux qui prennent des engagements et qui les tiennent, ceux qui prennent des engagements, et on peut lire dans la presse que ce n'est pas toujours le cas sur certains acteurs financiers. Et surtout, il y a plusieurs labels, il y a plusieurs congrégations ou en tout cas alliances. Et en fait, ça donne un manque de lisibilité du secteur qui vient alimenter un manque de confiance finalement dans ces investissements verts. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que là, ça va au-delà de la finance. Il faut une réglementation presque européenne, voire mondiale sur le sujet. Alors oui, et on va la voir. D'accord, c'est une question de temps. La réglementation européenne, en fait, elle est là. Hein. On a tout le plan d'action finance durable qui a été annoncé en mars 2018, qui se décline dans plein de réglementations. Il faut juste savoir que la France, elle était pionnière déjà en matière de réglementation. C'était le premier pays qui a imposé en 2015, justement à la suite de la COP21, aux investisseurs de faire un reporting sur leur stratégie environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. Donc, on était vraiment pionniers. Maintenant, il va y avoir une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation SFDR au niveau européen, qui va un peu mettre tout le monde à niveau dans les pays européens. D'accord. Et la France va encore plus loin, puisqu'elle a révisé sa précédente réglementation avec un nouvel article qui s'appelle l'article 29 de la loi énergie-climat, et qui impose d'aller encore plus loin. Donc, les investisseurs français, ils doivent vraiment reporter sur leur alignement avec les objectifs de l'accord de Paris, mais aussi bientôt sur leur alignement avec les objectifs mondiaux sur la biodiversité. Donc la France veut vraiment rester pionnière, et donc ce cadre réglementaire, il contribue quand même à cette transparence, à cette redevabilité, même si, comme je le disais tout à l'heure, on n'en est pas encore au stade de la vérification, mais déjà par ces aspects de transparence, de reporting, on donne de l'information aux clients et aux investisseurs sur la manière dont la transformation est réalisée. La France, vous dites qu'elle est pionnière en matière de réglementation, ça veut dire qu'on peut imaginer une uniformisation au niveau européen de ce qui se fait déjà en France, ou on aura une réglementation qui sera différente? En fait, la France va toujours plus loin que la réglementation européenne. Mais oui, au niveau européen, il va vraiment y avoir une uniformisation. Là, depuis mars 2021, en fait, la réglementation SFDR, elle est rentrée en vigueur. Donc, toutes les sociétés de gestion doivent classifier leurs fonds selon qu'ils sont dits article 8, c'est-à-dire qu'ils font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, ou article 9, c'est-à-dire qu'ils visent un objectif d'investissement durable. D'accord. Donc déjà, ils doivent classifier ces fonds et en fonction du type de fonds, ils doivent donner de l'information pour le client. Donc il y a une sorte de template à remplir avec de l'information ESG à destination de l'épargnant, pour les éclairer justement sur les indicateurs, etc. On a vraiment l'impression dans ce combat que l'enjeu clé, c'est la donnée. Puisque d'un côté, il faut que l'entreprise... Parce que finalement, le fonds d'investissement, il investit dans une entreprise. Ensuite, on va déterminer si l'activité est néfaste ou non pour l'environnement. Et dans un deuxième temps, si elle produit même des effets bénéfiques effectivement pour l'environnement ou la société. Donc, il y a le fait de faire remonter cette donnée de l'entreprise au niveau de l'investisseur dans un premier temps, ou en tout cas du fonds d'investissement. Et ensuite, il y a ces sociétés de gestion qui elles-mêmes doivent donc éditer des reportings et faire remonter de la donnée pour l'offrir à l'épargnant, à l'investisseur ou en tout cas à l'institutionnel. Mais c'est facile d'obtenir cette donnée, du coup? Non, d'accord, la réponse est claire. En fait, l'enjeu de la donnée, c'est vraiment aujourd'hui ce qui freine le fait qu'on a du mal justement à produire cette information, parce qu'on manque de données fiables, comparables et exhaustives. Donc, en France, encore une fois, on était pionniers sur le reporting extra-financier. Ensuite, il y a eu une réglementation européenne, la NFRD, qui a imposé à toutes les grandes entreprises un reporting RSE. Et donc là, cette directive, elle est en train d'être révisée. Et la Commission européenne est en train d'introduire en fait des normes extra-financières sur la donnée extra-financière. Comme on a eu des normes comptables, on est en train de normaliser la donnée extra-financière. Et il y a aussi un projet de base de données européenne centralisée qu'on appelle ESAP pour European Single Access Point. L'idée, c'est justement de faciliter l'accès à l'information, à la fois autour de données du coup comparables. Ils veulent élargir aussi le périmètre des entreprises qui reportent, parce que l'univers d'investissement, il ne se réduit pas aux grandes entreprises cotées. On a aussi besoin d'informations de la part des PME, des ETI, bien sûr. Exactement. Qui travaillent avec les grands groupes cotés, d'ailleurs, donc qui, elles aussi, ont un impact, effectivement, au quotidien.
Donc tout à fait. Donc en fait, cette révision de la directive, elle est vraiment clé pour pouvoir accéder à ces informations de manière plus facile et puis surtout qu'ils soient normalisées et fiables, quoi. Et alors, Pauline Becquet, j'en viens au sujet général de cette émission. Vous nous avez dit que Paris était pionnier sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut faire de la place parisienne la référence en matière de finances à impact ? Il faut poursuivre dans la lancée, c'est-à-dire qu'on a été dans les premiers à se structurer dès 2015. Finance for Tomorrow, ça a été créé en 2017, mais il y avait déjà une initiative Finance Verte. Mais là, on a toutes les places qui se structurent. Alors, c'est très positif parce que ça veut dire que tout le monde financier va vers la finance durable. Mais si tout le monde se structure différemment, en fait, ça ne fait que reporter le problème. Il faut quand même travailler ensemble. Oui. Alors, justement, donc nous, on travaille ensemble avec les autres places financières, par exemple, via le réseau Financial Center for Sustainability, dont on est membre fondateur, et qui est un réseau de places financières qui travaille justement sur la finance durable. Et donc, il y a aussi un enjeu c'est très bien de travailler ensemble, mais aussi, il y a un enjeu de compétitivité, d'attractivité de la place de Paris. Et donc, comment faire de Paris la référence ? Il faut poursuivre cette dynamique. Et nous, on a choisi plusieurs axes de différenciation, et notamment la finance à impact. Donc, il y a un groupe de places qui rassemble plus de 80 institutions qui a été mis en place en mars dernier. L'idée, c'est de dire l'ESG, l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est très bien. Il faut que ça devienne la norme en fait partout, mais il faut aller un cran plus loin si on veut vraiment transformer l'économie réelle. Et donc pour ça, on a besoin d'utiliser la finance à impact, où il y a vraiment un objectif visé en lien avec les objectifs du développement durable ou avec des objectifs climatiques, une vraie intentionnalité de l'investisseur qui va définir vraiment sa stratégie d'investissement au regard de l'objectif qu'il vise. Et si on n'a pas ça, cet objectif premier de viser un objectif lié au développement durable, on n'arrivera pas à transformer suffisamment rapidement l'économie réelle. Et alors pour finir rapidement, Pauline Becquet, le 26 octobre dernier se tenait le Climate Finance Day. On a parlé de la COP26. En France, il y avait le Climate Finance Day organisé par Finance for Tomorrow. Quel bilan on peut en tirer de cet événement ? Un bilan plutôt positif parce qu'il y a eu un certain nombre d'annonces d'acteurs financiers, notamment autour des énergies fossiles. Dans l'idée de sortir progressivement des énergies fossiles. Donc cet événement, il a rassemblé plus de 400 personnes en présentiel, plus de 600 personnes en ligne. Donc on voit qu'il y a vraiment une mobilisation de l'écosystème autour de ces sujets finances durables et que l'événement permet d'être aussi un catalyseur des engagements des acteurs financiers français sur les sujets importants en matière de finances durables. Merci beaucoup, Pauline Becquet. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Finance for Tomorrow. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeux Patrimoine, où nous allons parler d'immobilier, notamment d'investissement dans l'immobilier de bureau, une thématique d'investissement qui pose question après plusieurs années où elle a attiré nombre d'investisseurs. L'essor du télétravail pourrait bien avoir raison de l'immobilier de bureau tel qu'on le connaît actuellement. Quel avenir donc dans l'investissement dans l'immobilier de bureau et quelle crainte ou en tout cas quelle confiance des investisseurs sur cet investissement? Nous en parlons avec Nicolas Verdillon, directeur des investissements chez CBRE. Bonjour Nicolas Verdillon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau et nous en parlons également avec François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine. Bonjour François-Xavier Legendre. Bonjour, et bienvenue sur ce plateau également. On va commencer avec vous François-Xavier Legendre. Votre rôle c'est de conseiller les investisseurs dans une myriade finalement d'investissements. L'immobilier ça plaît aux investisseurs, l'immobilier de bureau a de belles années derrière lui. Est-ce que vous avez constaté une évolution récente aujourd'hui, eu égard à la pandémie, au changement un petit peu de façon de travailler, à l'essor du télétravail? Est-ce que vous avez vu un changement du côté des investisseurs dans leur appétence vis-à-vis de l'immobilier de bureau? Effectivement, on a vu ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évoque ce sujet, on parle d'immobilier de bureau. Les clients ont entendu un certain nombre de choses dans la presse, ils ont entendu ce qui s'est passé sur le Covid, et ils se disent non, je vais payer dans l'immobilier de bureau parce que justement, on n'arrive sûrement pas à se louer, personne n'en veut. Donc il y a un côté un peu rejet en fait, au départ sur l'immobilier de bureau. Et après, en fait, ça ouvre la discussion et on commence à remarquer qu'il y a immobilier de bureau et immobilier de bureau. D'accord, ouais. Et donc il y a deux immobiliers de bureau, c'est ça? Il y a vraiment deux immobiliers de bureau. Alors si je rentre un peu dans le sujet, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a l'immobilier en centre-ville, en quelque sorte, c'est-à-dire dans les grandes villes, et puis il y a l'immobilier en périphérie. D'accord. Et on constate, nous, notre rôle, c'est d'aller discuter avec des experts de l'immobilier pour voir un peu comment ça se déroule. Et les messages que l'on reçoit, c'est que l'immobilier parisien ou de grande ville devient un lieu d'accueil des collaborateurs,
Donc ça doit être des bâtiments très confortables, très conviviaux, bien aménagés, etc. Et après, les gens retournent chez eux, quelque part, retournent faire leur télétravail dans leur organisation. Et alors qu'on aura beaucoup plus de... Et par contre, le bureau qui est très en périphérie va attirer probablement beaucoup moins de... D'accord, donc vous voyez peut-être une hiérarchie qui est en train de se créer entre les différents immobiliers de bureaux. On va y revenir un peu plus en détail, notamment sur ce qu'on conseille finalement à un investisseur qui veut se lancer. Juste avant, Nicolas Verdillon, François-Xavier Legendre parlait des annonces, ce qu'on pouvait lire dans la presse quand on est investisseur ou autre. Moi, je citerai les GAFA, qui au plus fort de la pandémie, ces grandes entreprises américaines qui ont dit je fais du 100% télétravail. Et qui ensuite ont dit, tiens, mais ce 100% télétravail, il va durer dans le temps. En fait, ne revenez pas tout de suite au bureau, mais restez 1 an, 2 ans chez vous, voire revenez si vous en avez envie. C'est quand même des gros clients pour l'investissement de bureau qui peuvent créer une certaine tendance. Donc, quand on voit ça en tant qu'investisseur, on peut se dire, mais l'immobilier de bureau, en fait, va-t-il finalement toujours trouver des locataires ? 2020, ça a été une année un peu compliquée pour l'immobilier de bureau. Comment ça se passe en 2021, quand on parle de bureau concrètement ? Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Vous avez raison qu'il y a eu, on va dire, une levée de stylo pour signer des baux. Ouais. Et nous, on a un référent dans l'immobilier de bureau, c'est quels sont les nombres de mètres carrés qui sont pris en location. C'est vrai que jusqu'à la pandémie, jusqu'à la Covid-19, on était dans des chiffres entre 2 millions et 2,5 millions global. De mètres carrés ? Paris, mètres carrés loués. Et on s'est retrouvé l'année dernière, en 2020, à 1,2 million, 1,3 million. La fin de l'année, là on y est bientôt, dans un mois et demi, on va se retrouver à un niveau de 1,6 million, 1,7 million de mètres carrés de bureaux loués sur Paris, région parisienne. Alors juste pour comprendre ce passage de 2 millions, 2,5 millions à 1,2 million, 1,3 million, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu des résiliations de bail ou au contraire, c'est juste pas de nouvelles signatures ? Il n'y a pas de nouvelles signatures, D'accord. Ça veut dire simplement que, pour des raisons purement techniques, quand vous êtes confiné, vous ne pouvez plus visiter. Bien sûr, oui, c'est vrai. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que bien évidemment, l'ensemble des entreprises se sont posées des questions, purement économiques. Où va le monde économique ? Est-ce que j'ai besoin de tel et tel type de surface par rapport à mon développement, par rapport aux restrictions économiques, etc. Et puis, en chapeau de tout cela, vous avez dit, le télétravail. Forcément, ne rien faire n'est pas une option. Ne pas l'intégrer n'est pas une option. Ça veut dire que l'ensemble des entreprises, par rapport à ces nouveaux modes de travail, s'interrogent, se disent comment je vais organiser tout cela. Donc effectivement, là, il y a eu un coup de frein. Mais ce coup de frein, comment il s'est traduit avec les investisseurs ? Effectivement, les investisseurs se disent « Ah, attention, c'est peut-être moins intéressant. » Oui, non. En fait, c'est un moment de réflexion avec attention au mouvement de balancier. C'est pas, vous parliez des GAFA ou tout le monde ou d'autres grands groupes industriels français où il y en a, ils ne travaillent que par les notes, tout le monde en télétravail. Mais on s'aperçoit qu'au bout du bout, on a besoin d'être ensemble. Nous sommes tous des animaux sociaux. Il faut l'intégration dans une entreprise, le lieu de destination de l'entreprise. Les bureaux, c'est un symbole. Donc, de dire c'est tout ou rien, ce n'est pas possible. Et alors, du coup, en 2021, vous voyez que le nombre de signatures recommence à progresser. On n'est pas encore sur les niveaux de 2019, mais on reprend une dynamique positive. On reprend un certain volume de transactions parce qu'on s'aperçoit bien que le bureau est nécessaire. Par contre, c'était très bien dit, la manière dont les bureaux seront normalement, dans les années à venir, réorganisés, seront différents. Il faut attirer les talents, comme on dit. D'accord. Mais également, on fait comment ? Il faut qu'il y ait une diversité des aménagements, des aménagements un peu pour la partie un peu plus collective, des aménagements pour être un peu plus dans le silence, pour être dans le calme, pour travailler, etc. Donc ça veut dire que finalement, l'entreprise qui va louer son nombre de mètres carrés à Paris, elle va quoi ? Elle va louer moins parce qu'on ne fait qu'y passer, comme nous le disait François-Xavier Legendre, ensuite on retourne en télétravail, ou elle va être beaucoup plus attentive au décor ou aux prestations qui vont être associées au bureau, c'est ça ? Elle va, François-Xavier le disait tout à l'heure, il y a des endroits maintenant où... c'est ça, le premier critère, c'est la zone géographique. C'est la centralité. D'accord, il faut que ce soit accessible. La mixité urbaine. Nous, on a des cas d'entreprises qui n'arrivaient plus à recruter parce qu'ils étaient en deuxième couronne parisienne. J'ai rien contre la deuxième couronne parisienne, mais ils n'arrivaient plus à recruter. Ils sont revenus dans Paris Intramuros ou en première couronne immédiate. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, vous attirez des talents, vous arrivez à garder vos collaborateurs. Bon. Après, c'est intéressant ce point parce que quand on parle d'immobilier de manière résidentielle, cette fois-ci, qui n'est pas le sujet de l'émission, la question, c'est souvent est-ce qu'on
est-ce qu'on assiste ou non à un exode rural à la suite justement de cet épisode pandémique? Nous, ce que vous nous dites, c'est côté bureau, on est plutôt en train de revenir dans les centres-villes de très grandes villes. Et donc, J'ai pas dit les centres-villes et très grandes villes, j'ai dit dans la centralité. dans la centralité, d'accord. Dans la mixité urbaine. Parce que, comme vous le disiez, il y a des mouvements migratoires. Mhm. Il y a des mouvements migratoires parce qu'on s'est aperçu que trop de densité urbaine, ce n'est pas un rejet de la ville, c'est un rejet du fonctionnement de la ville. Donc nous, on s'aperçoit effectivement dans les grandes tendances de la demande des utilisateurs qu'effectivement, il n'y a pas que simplement la puissance économique d'un site. Il n'y a pas simplement la puissance économique de Paris. Pour comparer Paris, la capitale, à d'autres villes de l'agglomération. Vous avez aussi des mixités d'analyses qui sont, il faut un bon PIB, il faut de l'offre d'emploi, il faut un tissu économique puissant, il faut du savoir. Ça, c'est le premier critère, mais on va le mixer avec d'autres approches. Les approches, c'est quoi? C'est par exemple l'innovation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a qui permet l'innovation? Le rayonnement, c'est-à-dire l'infrastructure routière, l'infrastructure numérique. Vous avez également la qualité de la vie. Du coup, si on a des particuliers qui veulent sortir du centre-ville et des entreprises qui, elles, la réaction des entreprises, c'est de dire nous, on va remettre les bureaux en centre-ville? Non, pour l'instant, il y a encore une réaction de dire je monte à Paris. D'accord. Je monte à Paris. Mais il est vrai qu'on parle beaucoup de la qualité de la vie, du cadre de vie. Il est vrai que on cherche l'ensemble on va dire, la nature humaine en ce moment. Il y a eu un accélérateur avec la pandémie, avec la Covid-19, cherche un peu plus de liens sociaux, de rencontres, d'échanges, etc., de cadres de vie, des accès à des équipements sportifs, culturels, des rencontres, des terrasses, etc. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est inclusif. Quand vous avez un rapport de 1 à 3 dans le coût immobilier résidentiel, quand on sait bien que la densité un petit peu trop forte de certaines villes fait que vous avez l'exclusion, bien sûr, oui. fait qu'en plus de toute la gouvernance urbaine, c'est-à-dire quelle est la politique locale, quelle est l'intercommunalité, quelle est la démocratie locale, etc., fait que ça donne envie de bouger. Ça donne envie aux collaborateurs, à vous, nous, de dire tiens, est-ce que c'est pas mal d'aller dans d'autres villes régionales? Et donc, c'est ce que j'ai. Alors, du coup, je pose la question à François-Xavier Legendre. C'est ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que du coup, en tant qu'investisseur, on voit effectivement ces mouvements. Et vous nous avez dit tout à l'heure que l'immobilier de bureau en périphérie était moins favorisé aujourd'hui pour des investissements et avait moins la cote, si je puis dire. Pourtant, on pourrait se dire que si le particulier veut sortir du centre-ville ou en tout cas aller vers là où il a un peu plus d'espace, l'immobilier de bureau de deuxième ou troisième couronne aurait un avenir radieux devant lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, je reprends toujours ma casquette de conseil. Je vous dis bien sûr, ce que l'on fait par rapport à ce que vous avez dans les échanges avec les experts immobiliers avec lesquels vous échangez, bien sûr. Les solutions. Enfin, on est persuadé donc que c'est vraiment dans les centres-villes que là où on doit faire investir nos clients parce que y a une réserve de valeur. L'immobilier, à partir du moment où les villes elles sont quand même contraintes, on peut penser qu'il y a un espoir de plus-value et de rentabilité. Et par contre, pour aller sur la périphérie, ce que l'on fait, c'est qu'on investit aussi dans des fonds spécialisés qui vont acheter de l'immobilier en banlieue, en quelque sorte, qui vont le transformer en immobilier de bureau et qui vont le transformer en logement. D'accord, ok. Donc là, nous, on achète. Donc on accompagne finalement ce mouvement, mais d'une autre manière, pour le coup. Exactement. Et ce que veulent nos clients, c'est gagner de l'argent. Et donc, on fasse de l'effet de levier. Principe d'un investisseur. Et on choisit des fonds spécialisés pour nos clients qui vont investir dans ces domaines. Et là, ça leur permet aussi de faire de jolies plus-values parce que on trouve un autre usage. Alors, Nicolas Verdillon nous disait que côté location au nombre de mètres carrés, du coup, la tendance redevenait positive sur 2021. Côté investisseur, ça fait peur d'aller sur l'immobilier de bureau en 2021 ? On peut juste dire une chose, c'est que quand ils viennent vous voir, et ensuite la discussion que vous avez peut faire changer les choses, mais ça leur fait peur ou En fait, les espoirs de... Ce qui leur fait peur, c'est de se dire, et si jamais les bureaux n'étaient pas loués? D'accord. Notre recommandation, c'est de dire, ils seront loués si vous êtes dans la centralité, en quelque sorte, pour revenir à notre discussion. Et là, ils comprennent très, très bien. Ils comprennent aussi qu'il faut faire attention là où on se met. Donc, nous, dans nos choix de sélection, on va leur dire, investissez plutôt dans des fonds, puisqu'on investit dans des fonds, c'est bien sûr, c'est le moyen de diversifier. Investissez dans des fonds qui sont dans les grandes agglomérations. Voilà, ça, c'est vraiment nos conseils que l'on donne. Et là, ils se disent, on va bénéficier et de la hausse des prix potentiels parce qu'il y a toujours une concentration, et les taux d'intérêt étant aujourd'hui encore assez bas, il y a un différentiel de taux. En revanche, on ne leur recommande pas en leur disant, ne croyez pas que l'immobilier va encore beaucoup monter, puisque les taux sont bas, et qu'à un moment ou à un autre, s'il y a un peu d'inflation, ils remonteront. Et donc, il faudra avoir bien choisi son immobilier pour avoir une chance de faire des plus-values.
Et donc, du coup, j'imagine que l'assurance, le fait d'investir en centre-ville crée l'assurance peut-être de trouver plus facilement un locataire. Si jamais le premier venait à partir, on en trouvera plus facilement un deuxième, c'est ça? C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est l'attractivité. Toutes les entreprises ont besoin de faire venir des collaborateurs. S'ils sont bien placés, ils n'auront pas trop de soucis. Nicolas Verdillon, François-Xavier Legendre a soulevé cette idée finalement de transformer l'immobilier de bureau en immobilier résidentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le parc immobilier bureau, on peut imaginer qu'il soit plein à nouveau à 100% ou au niveau en tout cas auquel il était à 2019, où il faut s'attendre à de la perte justement sur les lots qui ne sont pas en centre-ville. Non, mais effectivement, on peut s'attendre à de la perte, mais il ne faut pas non plus se dire... Il y a deux choses, il ne faut pas se dire. Un, il n'y a pas le crack du bureau. Hein. D'accord. Okay. On parlait. Non, c'est bien de le préciser. Non, mais il y a eu quelques chiffres qu'il faut quand même avoir en tête. On disait, OK, les investisseurs, ils ont levé un peu le pied parce que simplement, il y a des corrections de prix, parce qu'il y a effectivement de comprendre où va le marché, etc. C'est normal, ça n'a rien d'inhabituel avec des acteurs économiques sensés. Maintenant, on va quand même avoir cette année un volume global investi dans l'immobilier de bureau en France de l'ordre de 15 milliards d'euros. Ça fait quand même un peu d'argent quand même. De nouveaux capitaux pour le coup. Oui, enfin des capitaux habituels, nouveaux, etc. Oui. C'est 15 milliards d'euros. Évidemment, c'est moins par rapport à un peu plus de 20 milliards il y a encore quelques années. Oui, mais ça reste un marché qui... encore Oui, bien sûr. 60% des investissements dans l'immobilier en France. Et en Europe, c'est à peu près un peu moins de 50%. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la transformation en résidentiel, etc., et qu'il peut y avoir une obsolescence des bureaux. Oui, c'est vrai par rapport aux localisations, c'est vrai aussi par rapport à la caractéristique des bureaux. On parle beaucoup d'ISR, l'ESG, la transition énergétique. C'est vrai qu'à ce moment-là, les investisseurs, on ne sait pas trop combien ça va nous coûter, même si, ou exactement qui va payer. Donc, les investisseurs, ils disent, attention, réfléchissons, on ne se précipite pas. Et il est vrai que vous avez un certain nombre de localisations qui vont devenir un petit peu obsolètes. Moi, je m'amuse, entre guillemets, à dire, il y a 15 ans, il y avait des investisseurs qui se battaient pour acheter des opérations à 30 km de Paris. Aujourd'hui, ces opérations, elles sont de bureaux, il y a des risques qu'elles soient vides. Bien sûr. Et qui dit vide dit que ça coûte de l'argent, qu'on soit démoli. Par contre, là, on y trouve beaucoup de pression pour diversifier les investissements et aller plus à ce moment-là sur les résidences-services seniors, les résidences-services étudiantes, la santé, ou voire même tout ce qui est lié aux recherches et développement, ce qu'on appelle, évidemment, en anglo-saxon, pour faire du franco-anglais, le life science, ou les data centers, pour les clouds, etc. Donc ça, c'est... la diversification, tout ça, c'est bien. Ça, c'est quoi? C'est Maintenant, l'immobilier qui tendance en 2021 ou 2022? Ça avait déjà démarré, mais il a été accéléré. Donc, il y a une diversification des placements qui n'enlève en rien l'attractivité du bureau, mais qui fait aussi également que nous avons besoin, la France plus particulièrement, manque, ça a été dit et redit, de logements collectifs. Et on faisait référence tout à l'heure à transformer des bureaux en logements collectifs. On dit tout de suite oui, bien sûr. Ça évite d'avoir des verrues de bureaux vides dans certaines agglomérations. Maintenant, attention à deux choses. Quelquefois, même si on a la zéro artificialisation nette, quelquefois, il faut quand même démolir et puis reconstruire parce que ça coûte de l'argent de faire avec ce qu'on a avec. Bien sûr. Et puis, il y a une efficacité. Mais le gros sujet, c'est les politiques sur les permis de construire. Et puis, ce que je comprends, vous avez des collectivités, des maires qui disent, vous êtes gentils, moi je veux bien avoir plus de résidentiels, mais où sont mes crèches, où sont mes lycées, où sont mes supermarchés, etc. etc. Donc tout ça, c'est tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte dans cette évolution etc. finalement du parc immobilier. Surtout, attention à moi, ce que je disais tout à l'heure, ces effets balanciers, on dit c'est tout ou rien. Non, il y a des correctifs en ce moment qui sont accélérés par la pandémie. Merci beaucoup Nicolas Verdillon. Vous avez évoqué les data centers, on n'a pas parlé de la logistique ou autre, mais effectivement il y a des nouvelles tendances, nouvelles ou accélérées en tout cas, des tendances accélérées dont on pourra reparler une autre fois. Merci beaucoup, vous êtes directeur des investissements chez CBRE. Merci également François-Xavier Legendre pour le conseil que vous apportez du coup aux investisseurs et que vous nous avez apporté sur ce plateau quand on se pose des questions quand il s'agit d'investissement dans l'immobilier de bureau. Je rappelle que vous êtes associé gérant de Dauphine Patrimoine. Merci à vous et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.